Julie Neuville-Deschênes, bonsoir. Bonsoir, les gens ont compris en manchette que vous alliez dénoncer l'ingérence du gouvernement marois, parce que moi, je voulais savoir, on s'interrogeait sur votre silence. Communiqué très général le 10 septembre disant que vous souhaitiez un débat. Pourquoi êtes-vous resté silencieux jusqu'à maintenant? Parce que l'Assemblée des membres du Conseil, c'est un espèce de conseil d'administration, était divisée sur la réaction à avoir à la Charte. Alors, à peu près, en fait, la moitié des membres voulaient qu'on fasse des études d'impact sur l'interdiction des signes religieux dans la fonction publique. Parce que, vous le savez, il n'y a eu aucune étude d'impact. On ne sait pas combien il y a de fonctionnaires qui portent le voile. On ne sait pas que vont faire les femmes si la charte devient réalité. Vont-elles se dévoiler ou vont-elles, au contraire, retourner chez elles sous la pression de leur mari et de leur milieu? Et évidemment, ça, c'est très inquiétant, cette deuxième hypothèse-là, parce que quand on est pour l'égalité homme-femme, on est aussi pour le fait que ces femmes issues de l'immigration intègrent le marché du travail, parce que, évidemment, c'est la meilleure façon d'intégrer la société. Donc, on voulait faire des études d'impact. Enfin, la moitié du Conseil voulait faire ces fameuses études d'impact, mais on ne s'était pas encore réunis là-dessus. Mais vous étiez donc paralysé sur ce fait-là ou quoi? Parce que en quoi le gouvernement a fait de l'ingérence au Conseil du statut de la femme? Alors, ce qui s'est passé hier, donc on est à une semaine de cette rencontre de l'Assemblée du Conseil, et ce qui s'est passé hier, c'est que le Conseil des ministres a annoncé la nomination de 4 nouvelles membres dans notre Assemblée. Ces nouvelles membres sont toutes d'ardentes défenseurs de la Charte des valeurs québécoises. Donc, ce sont des nominations un peu surprenantes parce qu'on discutait depuis des mois de ces nominations. D'habitude, il y a quand même une discussion là-dessus. On avait besoin d'une femme autochtone parce que l'une d'entre elles avait démissionné. On avait besoin aussi d'une représentation du monde des affaires. Or, hier, surprise générale, on nomme 4 personnes qui sont, dans plusieurs cas, des porte-étendards de la Charte des valeurs québécoises dans notre Assemblée. Évidemment, c'est le privilège du gouvernement de nommer les membres du conseil d'administration, comme c'est le privilège du gouvernement de vous nommer. Y a-t-il eu d'autres formes d'ingérence? Y a-t-il eu des échanges? Y a-t-il eu une intervention directe? Est-ce que vous avez senti que vous étiez muselé? C'est-à-dire que cet événement en soi, je ne rentrerai pas dans tous les événements qui se sont passés, mais en soi, le fait de procéder à ces nominations, parce qu'on s'entend, les sièges étaient libres depuis 1 an, mais le fait de procéder à ces nominations à ce moment précis, avant notre Assemblée des membres, alors qu'on savait très bien qu'il y avait une division au Conseil, me semble en soi difficile à accepter. Et c'est pour cela que je suis ici ce soir. Le Conseil du statut de la femme a toujours bénéficié d'une grande indépendance. Et c'est très important parce que le féminisme, la cause des femmes doit aller au-dessus de toute partisanerie. Et moi, dans ce rôle, je me dis que notre rôle au Conseil, c'est vraiment d'étudier les impacts de cette charte, parce qu'il n'y en a pas eu d'études là-dessus. Et il faut comprendre que c'est notre rôle, défendre les Québécoises de toute origine. Et on est un organisme de recherche aussi. Évidemment, le gouvernement est dans la pure légalité en nommant ces 4 personnes-là. Et il va habituellement, même votre prédécesseur, Christiane Pelchat, qui est une ancienne députée libérale, aujourd'hui déléguée du Québec au Mexique, avait tenu tête, quelquefois au gouvernement. Bien sûr. Il avait elle-même signé l'avis en 2011 sur la laïcité, un pas vers l'égalité. Est-ce à dire que vous êtes en rupture avec... je ne le dirais pas. Je dirais que c'est un avis... C'est ça. Le rapport Affirmer la laïcité, donc publié sous ma prédécesseur, est un rapport plein de choses très intéressantes. Donc non, nous ne sommes pas en rupture. Mais il faut se rappeler le contexte. Ce rapport a été fait dans l'abstraction. À cette époque-là, on n'avait pas de politique publique sur la table. On parlait en termes théoriques, en termes abstraits. Or, nous, ce qu'on dit aujourd'hui, il n'y avait pas d'étude d'impact dans ce rapport. Alors, on dit... Donc, c'est une faille de cet avis? Je n'irai pas jusque-là, mais je dirais que c'est un avis légal qui faisait un argumentaire sérieux pour l'interdiction du port des signes ostentatoires dans la fonction publique sur la base du danger de l'intégrisme et sur la base que l'État devait être laïque. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'attention, maintenant que ça devient ou que ça peut devenir politique publique, il
faut, comme institution, se préoccuper des effets. Et pourquoi on dit ça? Parce que, comme Conseil, on a toujours demandé au gouvernement de faire ce qu'on appelle de l'analyse différenciée selon les sexes dès qu'il y a une politique qui est mise en place. Parce qu'il faut savoir comment les femmes vont réagir. Mais on peut penser que les 4 nominations que vous dénoncez aujourd'hui sont dans la pure ligne, en tout cas, de l'avis du Conseil. C'est-à-dire qu'en 2011, le Conseil émet un avis favorable à la laïcité et aujourd'hui, le gouvernement, un autre gouvernement, nomme 4 personnes qui défendent cette idée-là. Et en quoi? C'est de l'ingérence politique. S'il n'y a pas eu autre chose, à moins qu'il y ait eu autre chose. C'est-à-dire que c'est de l'ingérence dans la mesure où le Conseil, en ce moment, était divisé. Et normalement, ce genre de nomination respecte une diversité dans la société. Les femmes québécoises sont divisées sur cette question-là. Il n'y a pas de consensus. Vous avez vu, il y a Louise Baudouin d'un côté, Françoise David de l'autre, des Québécoises de souche qui ne sont absolument pas d'accord sur cet enjeu. Donc nous, ce qu'on voulait pouvoir faire à l'interne, c'est un débat. Or, quand on vient charger et se mêler de la composition de l'Assemblée sur cette question-là pertinemment, ça devient difficile à accepter. Et je n'ai rien contre ces personnes-là. Entendons-nous, Julie Latour, très bonne juriste, Leila Lesbeth, une autre femme qui a connu en Algérie sans doute des choses difficiles, mais c'est sur le principe que comme Conseil du statut de la femme, on doit avoir l'indépendance nécessaire pour pouvoir discuter entre nous, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de fuites. Il y a eu aussi un gouvernement qui a été au courant de tout ce qui se passait au Conseil et qui est intervenu pour que nous ne puissions pas avoir cette discussion entre nous. Est-ce que vous voyez cela comme un désaveu de votre leadership au Conseil et pourrez-vous continuer d'exercer vos fonctions dans ce contexte-là? Bien, écoutez, je n'ai pas choisi de démissionner, mais plutôt de parler parce que je vous dirais que toutes les présidentes qui m'ont précédée ont eu le droit de parole et ont eu le droit de parole même quand ça dérangeait le gouvernement. Je vous rappellerai que Mme Pauline Marois, il y a 6 mois, quand on fêtait le 40e anniversaire du Conseil, a dit très clairement « Nous avons comme opposition profité de l'indépendance du Conseil. » Donc moi, je me dis, il faut que je reste là pour défendre le Conseil. Et d'ailleurs, si je suis ici aujourd'hui, c'est que je considère qu'il faut défendre le Conseil contre ces ingérences. Vous, personnellement, parce qu'on connaît l'opinion de Mme Pelchat, vous, personnellement, croyez-vous que la Charte est une atteinte aux droits des femmes, comme le pense Françoise David, par exemple? Écoutez, je n'irai pas aussi loin que ça. Moi, ce qui m'inquiète, c'est-à-dire on est tout à fait d'accord, et on l'a dit, avec le fait que l'égalité homme-femme soit un des principes fondateurs de cette charte. Toute la question des accommodements, on est complètement d'accord avec ça. Il faut des balises. Toute cette question, par exemple, des congés religieux, des zones de prière, on considère qu'il faut que les accommodements raisonnables soient très stricts. Il faut encadrer toute cette question-là. Là, évidemment, où c'est plus difficile et où le conseil que je présidais était divisé, c'est sur les conséquences de l'interdiction des signes religieux. Parce que, regardez, on comprend que la population est divisée là-dessus. On comprend que la menace intégriste fasse peur, que le voile islamique soit perçu comme un voile intégriste. Politique, à tout le monde. Politique. Et je comprends surtout, je dois vous dire, les femmes comme Leila Lesbeth, qui, originaire d'Algérie, a vécu le pire du pire dans l'intégrisme. Et donc, tout ça existe. Mais ce qu'on ne sait pas au Québec, Madame Dussault, c'est à quel point cet intégrisme est répandu, à quel point toutes ces femmes voilées représentent l'intégrisme. Et ça, c'est un petit peu de recherche que ça prendrait. Parce qu'on ne peut pas comparer non plus l'Afghanistan au Québec. Mais les principes sont les mêmes. Une atteinte au droit à l'égalité entre les hommes et les femmes, la Cour suprême règle des cas un à la fois. Et d'ailleurs, les gens qui dénoncent la Charte sur l'interdiction des ports religieux, très souvent, puis on l'a vu lors de la manifestation, à travers les organisateurs comme Adil Sharkawi ou d'autres personnes, ils revendiquent le respect des droits individuels des femmes et peut-être pour en arriver à l'application de préceptes religieux qui portent atteinte à l'égalité entre les droits des femmes. Donc, c'est pas nécessairement le nombre de femmes qui seraient touchées qui doit guider des principes, non? Bien, c'est-à-dire que toutes les femmes qui portent le voile ne le portent pas pour les mêmes raisons au Québec. On n'est pas ici en Afghanistan. Donc, bien sûr, comme présidente du Conseil du statut de la femme,
nous tentons d'avoir une approche collective au problème. Mais ceci dit, de mettre toutes ces femmes dans le même paquet et de dire qu'elles vont toutes se dévoiler, qu'elles vont toutes se dévoiler au moment où elles n'auront plus le droit de mettre ces voiles, c'est faire de la pensée magique. Oui. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut aller voir qu'est-ce qui va se passer. Parce qu'il y a un débat, évidemment, manichéen. Il y a des bons et des méchants. Oui, mais je ne crois pas ça, moi. Je ne crois pas ça. Je pense que des deux côtés, il y a des arguments importants. Et je pense que nous, notre rôle, c'est de pouvoir en discuter librement, Madame Dussault, et de ne pas être dans cette espèce de carcan où, évidemment, on sent qu'on n'a plus le droit de parole et que la seule chose qu'on peut dire, c'est « vive la Charte ». Non, mais le gouvernement peut très bien dire « j'ai un avis très rigoureux, très valable en 2011 ». Et d'ailleurs, la Charte est presque écrite mot à mot, inspirée de l'avis de 2011. Alors... Mais ça ne veut pas dire que le Conseil n'a plus le droit de parole. Ça ne veut pas dire que 2 ans plus tard, la réalité est encore tout à fait pareille. Le Conseil lui-même avait changé. La raison pour laquelle j'avais un Conseil divisé, 4-4, c'est parce qu'il y avait de nouvelles membres qui avaient une vision un peu différente. Donc, les choses évoluent. On ne peut pas rester toujours figé dans la même chose. Et il n'était pas question, comme je vous dis, de désavouer cet avis. Il était question d'aller un peu plus loin, car rien dans cet avis ne permettait de voir l'impact de cette interdiction. Parce qu'évidemment, pour plusieurs, donc de ceux qui, je vais m'entretenir avec Michel Sirois tout à l'heure, là, veulent cette laïcité, c'est justement pour l'égalité de toutes les femmes qui sont à l'emploi de l'État, de l'égalité de tous devant la religion. Pour eux, c'est la meilleure garantie de cette égalité-là entre les hommes et les femmes. Mais qu'est-ce qu'on aura accompli, Madame Dussault, si, au bout du compte, ces femmes retournent à la maison, quittent leur emploi parce qu'elles ne veulent pas se dévoiler, soit parce qu'elles ont la foi et ça représente leur foi, ou soit parce qu'elles ne peuvent pas parce qu'elles sont effectivement soumises, vous comprenez? M. Drainville nous disait sur ce plateau, peut-être qu'on va en libérer des femmes, oui, peut-être qu'on va les libérer de la sans doute, mais peut-être que oui, peut-être que non. Vous comprenez, c'est pour ça que tout peut être redit en ce moment, c'est que nous croyons qu'il faut notamment, par exemple, aller dans les CPE, voir ces femmes, les interviewer de façon discrète, ne donnant pas leur nom, essayer d'obtenir d'elles qu'est-ce qui va se passer vraiment. Mais sont-elles vraiment libres de parler? Parce que même pour le Conseil du statut de la femme en 2008, la présence de femmes voilées dans les garderies, il y avait un message. Ça ne veut pas dire qu'il y a du prosélytisme, mais le port du voile, pour les gens qui approuvent la charte telle que rédigée, il y a un message religieux qui ne doit, et là je reprends le mot de Mme Marois, ne doit pas embarrasser ceux qui n'en veulent pas de message religieux. Oui, mais il y a beaucoup de choses qui nous embarrassent dans la vie. Et je vous dirais que de purement regarder ce voile comme étant un symbole dont on veut se débarrasser, c'est un peu court comme raisonnement. La femme de l'autre côté a évidemment... Moi, depuis que je suis au Conseil, j'ai parlé à beaucoup de gens. Et malheureusement, la réalité, vous le savez, vous êtes journaliste, n'est pas aussi simple que de dire... Toutes ces femmes sont opprimées. Et la réalité au Québec est plus complexe qu'elle l'est en Algérie, plus complexe qu'elle l'est en Afghanistan. Et il faut y aller très, très délicatement dans ce dossier. En terminant, quelles seront, d'après vous, les conséquences de votre prise de parole? Écoutez, moi, ce que j'espère sauver, ce que j'espère dire aujourd'hui, c'est attention. Le Conseil du statut de la femme est une institution importante et il doit pouvoir parler en toute liberté sur des questions fondamentales. Vous le faites, là. Vous le faites. Vous vous sentiez pas libre de le faire avant? C'est-à-dire, je ne me sens pas très libre de le faire puisque dans une semaine, je vais rencontrer mon conseil qui, normalement, ne me laissera pas beaucoup de marge de manœuvre ou ne laissera pas beaucoup de marge de manœuvre aux membres, je dirais, qui, elles, voulaient aller un peu plus loin dans l'étude. Donc, c'est ça qui est un peu dommage, c'est que nous, comme organisme de recherche, on ne pourra pas faire notre travail parce que le gouvernement aura décidé que nous, ce qu'on peut et ce qu'on doit faire seulement, c'est d'appuyer. Mais peut-être que ces femmes nouvelles nominations vont vouloir faire des recherches? On verra bien, mais disons que le signal donné par le gouvernement Marois hier est un signal inquiétant pour un organisme qui doit être indépendant. Et vous voulez continuer? Personnellement, oui. Je ne pense pas que la solution est de démissionner. Avez-vous été intimidé à un moment ou à un autre? Avez-vous des communications avec la ministre Maltais? Avez-vous eu des communications de ce genre-là? Bien sûr, j'ai des communications. Je dois vous dire que ce n'est pas une période facile de ma vie. J'ai choisi de parler. Peut-être parce que j'ai été journaliste. Pour moi, ce genre de choses, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est une cause à laquelle je crois et je pense qu'il faut que les femmes soient unies
pour défendre les autres femmes. Et je trouve ces divisions très, très difficiles. Alors, je repose ma question, puis je vais vous laisser filer là-dessus. Là, je vous sens... A-t-on voulu vous dicter un message? Est-ce qu'on vous a... Le mot intimidé peut-être trop fort, mais est-ce qu'on vous a brassé un petit peu, là? Est-ce qu'on a voulu me dicter un message? Ouais. Certainement. 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 Et le message était... ce qu'il faut défendre, c'est notre avis, affirmer la laïcité telle qu'elle. Voici la voie. Pouvez-vous nous dire qui a fait ça? Non. Merci, Mme Vildechêne. Merci. À suivre, merci.